mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Allez, nous casser. Aïe, 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 attention, Philippe peut le pas rappeler. C'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau vélo podcast. Bon, on n'allait pas vous laisser seul sans podcast pour la fin d'année 2025. On a pris un peu le temps de se reposer. On a fait comme les pros. On est parti un petit peu en vacances. Bon, pas totalement. On doit vous avouer que il y a eu pas mal de travail qui s'est intercalé entre temps. Mais en tout cas, on se retrouve pour un dernier podcast en 2025. On va faire, un petit bilan. On va revenir un petit peu sur l'année. Nous, les faits marquants que l'on retient. Avec moi aujourd'hui, Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin est avec moi. Salut Julien. Salut Guillaume et salut Guillaume bis. Eh oui, il y a deux Guillaume aujourd'hui. Guillaume Descaves, journaliste indépendant et puis aussi qui est grand chef d'un magazine, Le Lien Local, si je ne me trompe pas. Salut Guillaume. Tout à fait, bonjour à tous, bonjour Julien, bonjour Guillaume. Bon, Guillaume, que vous avez entendu pendant le Tour de France, notamment cet été, avec moi dans les podcasts. Messieurs, Guillaume et Julien. Alors, Julien, t'inquiète pas, hein, quand tu diras à Guillaume, à la rigueur, tu m'appelles Dresch, et puis comme ça, on arrive à se coordonner, t'inquiète pas. Bon. Avis général sur cette année 2025, hommes et femmes confondus, avis général. Julien, je vais commencer par toi. Qu'est-ce que tu en ressors, qu'est-ce que tu en retiens de manière très générale sur cette année 2025 ? Alors ça va être une généralité, je pense, la domination Pogacar chez les hommes et qui était là du début jusqu'à la fin de saison. Ce qu'on ne voyait plus chez les vainqueurs du Tour. Il y a encore quelques 4-5 ans. Et chez les femmes, un retour gagnant de Pauline Ferrand-Prévot. Ouais, mais ça a été la femme de cette année 2025. On va en parler un petit peu tout à l'heure, notamment après la remise des prix du Vélo d'Or qu'il y a eu il y a quelques temps. Guillaume, t'es d'accord avec Julien Pogacar et Ferrand-Prévot? Ça c'est sûr que... Alors Pauline, c'était... un retour très attendu et qui a été là où on l'attendait justement, donc ça c'était vraiment très chouette. Je pense qu'il n'y a pas eu qu'elle pour le coup chez les femmes quand même. Demi Vollering fait quand même une belle saison aussi, et puis il y en a d'autres, on y reviendra tout à l'heure. Pogacar, voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais à côté de ça, moi j'ai passé vraiment une belle année cycliste parce que déjà je trouve qu'on a pu plus facilement voir les tours des femmes, donc ça c'est vraiment très très bien. Et ça j'étais vraiment ravi. Bon alors Julien, toi tu as l'habitude de suivre, mais pour moi ça a vraiment été quelque chose de nouveau. Et puis moi là où je suis heureux, c'est que en fait j'ai revécu des petits moments de flamme avec des Français, pas forcément sur le Tour quoique, mais en tout cas voilà, ça m'a beaucoup ravi, et les années qui viennent, je les attends avec impatience sur le vélo en tout cas, ça c'est sûr. Alors on va parler dans quelques instants un peu des prix qui ont été remis. Alors pour Pauline Ferrand-Prévot, on va en parler parce que tu as cité Demi Vollering. C'est vrai que il y a quand même une grande bataille, mais il y a aussi l'omnipotence, l'omniprésence du Tour de France dans le calendrier cycliste qui fait que, notamment au niveau de la remise du prix du Vélo d'Or, il y a eu avantage à Pauline Ferrand-Prévot. Julien, sur cette année 2025, c'est vrai que, alors au niveau des garçons, surtout au niveau des garçons, cette polarisation du vélo et des résultats parmi les grandes équipes, en fait, elle s'est encore accentuée, et encore plus avec Pogacar qui, dès qu'il était au départ, gagnait, ou presque. Il n'a pas été battu beaucoup. Son plus gros échec, et encore, je vais nuancer parce que podium de Paris-Roubaix, c'est pas un échec quand on est coureur cycliste. Il a annoncé la couleur, si je viens, c'est pas pour épiler les kiwis, quoi. Je viens pour gagner, et il a réussi à chaque fois à gagner, quoi. Il était omnipotent, mais derrière, faut pas non plus dire il y a eu que Pogacar. Derrière, ça a bataillé pas mal aussi. Pour certains vont dire malheureusement pour les accessites,
il y en a qui sont quand même fait la peau pour déstabiliser le Slovène, quoi. Sur les courses par étapes, c'est imbattable. Ouais, je pense que là, on est parti pour longtemps. Enfin, peut-être pas longtemps. Tout va dépendre combien de temps lui, il a envie de continuer et qu'il prendra du plaisir sur les courses par étapes. Après sur les autres, eh bien oui. À part effectivement Paris-Roubaix, Milan-San Remo, quand il est là, ça fait mal. Moi, ce qui m'a quand même, alors pas fait plaisir, parce que je j'ai jamais de plaisir à voir l'échec de quelqu'un, mais quand on est sur le contre-la-montre du championnat du monde et que Remco le Mhm. passe, mine de rien, il y a quand même une petite puissance qui arrive et se dire, eh ben ouais, il arrive quand même à en prendre une grosse, quoi. Et voilà, bon, même si 3 jours après, il va castagner tout le monde, mais en tout cas, ça l'a montré, je trouve. Pour la première fois de l'année, vraiment, vraiment humain. Parce qu'effectivement, quand il perd sur les classiques, les rares fois où il perd sur les classiques, il est quand même toujours placé. Enfin voilà, c'est des faits de course. Et en face, il a aussi un autre extraterrestre de classique. Donc, mais là, ouais, ça a fait quand même un peu du bien de se dire il est humain. Ouais, c'est une des grandes images de cette année à Ouais. Kigali au contre-la-montre des championnats du monde où Pogacar fait quatrième, doublé par Remco Evenepoel, franchement dans l'ascension finale, et puis on le voyait en difficulté. C'est vrai que c'est une des très rares fois qu'on a vu un Pogacar dans ses difficultés, l'impression de revivre ce qu'a vécu Roglic en 2020, doublé par Pogacar, enfin pas doublé par Pogacar, mais en tout cas battu à la planche des belles filles sur le Tour de France pour la première victoire de Pogacar sur le Tour. Bon, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, il y a quand même pas trop de débat. Julien, sur Tadej Pogacar, coureur de l'année, et avec cette remise du Vélo d'Or qu'il a remporté, non? On y reviendra peut-être après. Autant il peut y avoir polémique sur le vélo d'or femme, quand tu vois, il y a deux écoles qui s'affrontent. Les puristes, il faut dire oui, mais ça c'est au nombre de victoires, et dans ce cas-là, Lorena Vibos l'aurait largement mérité. Pauline Ferrand-Prévot qui gagne pas tant que ça de course cette année, mais qui gagne les deux majeurs, Mm. Roubaix et le Tour. Que chez les hommes, il y a pas photo, quoi. Il y a Pogacar qui gagne des Strade Bianche jusqu'au championnat, jusqu'au Lombardie même. Ouais. Voilà, quoi. Là-dessus, il y a pas de contestation possible. Quand on compare un calendrier d'un Vingegaard même d'un Evenepoel, il y a pas photo, quoi. Guillaume, je vais juste remettre des chiffres un petit peu en perspective aussi sur la saison de Pogacar. Pogacar, c'est 11 680 points UCI. Le deuxième, Vingegaard, c'est Mm. 5924. C'est fou. Et puis après, quand on regarde Isaac Del Toro, qui est troisième de ce classement UCI en individuel, c'est 5679. Donc si je compte bien, si je suis pas trop nul en maths, il n'y a que Vingegaard qui a... on va dire qu'il y a que Vingegaard qui a moins du double, en tout cas Pogacar C'est ça. a moins du double des points de Vingegaard, sinon Del Toro il a, enfin tu vois, Pogacar a plus du double des points de Del Toro, enfin l'écart est monumental. Et si Pogacar était une équipe à lui tout seul, Pogacar avec donc, je rappelle, c'est 11 680 points, Pogacar serait juste derrière, et je dis juste derrière les Alpecin de Koenig. Il serait 10e équipe au classement devant les Bahreïn, devant les Uno X, devant les IF. Enfin, cette saison, elle est assez incroyable quand même, Guillaume. Et juste une question en plus. Bon, c'est aussi lui le meilleur coureur de classique selon toi de la saison? Oui, bah, en fait, pour moi, c'est le meilleur cycliste de ce premier quart de siècle du 21e. Donc, et peut-être potentiellement à terme encore plus. C'est vrai qu'on n'était pas habitué à voir ça. On était quand même tous très échaudés, hein. Finalement, dès que quelqu'un gagnait trop, bah, on a encore, voilà, on est de cette génération Oui. à Armstrong, etc. Donc ça a été quelque chose toujours de douteux, mais effectivement, alors le doute, il sera toujours là. De toute façon, je pense que maintenant, dans tous les sports, ça sera le cas, mais encore plus au cyclisme. Mais là, on est en train de voir finalement ce que nos grands-pères voyaient. Et en fait, c'est quelque chose
qui est assez fou. Et pour en avoir parlé il y a quelques semaines encore avec Bernard Thévenet, ce regard-là, voilà, celui qui a arrêté le règne de Merckx. Hein, donc, et ben oui, il nous a dit, ben oui, on regardait Merckx de la même manière. Sauf que la différence, c'est que ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est que Merckx était beaucoup plus détesté à l'époque que Pogačar, parce que mine de rien, Poggi, il sait quand même un peu jouer avec les médias. Il n'y avait pas autant de médias, il y en avait qu'un de toute façon à l'époque, donc c'était quelque chose de très différent. Et il écrasait encore plus les courses. Mais aujourd'hui, dans la manière de courir, en fait, moi, ce que j'aime chez Poggi, c'est pas qu'il gagne tout, c'est la manière dont il le fait. C'est que s'il écrasait, qu'on était encore avant comme sur les rouleaux compresseurs, et que finalement, bon bah voilà, ça part vers le bas. Non, c'est que le mec, il attaque. J'ai pas calculé le nombre de courses, j'aurais voulu le faire, mais là c'était un peu réduit sur le timing. Mais le nombre de courses où il part à plus de 40 km et pour les remporter, bah voilà, en fait, ce panache-là, moi je trouve que c'est ça vraiment qu'on n'avait plus l'habitude. Donc aujourd'hui, bien sûr que sur les classiques, il est monstrueux, mais pour le coup, il est pas tout seul. Van der Poel est quand même encore là et bien là, mine de rien. Remco est aussi en embuscade, mais Van der Poel est quand même encore un de ces grands patrons-là. Mais ce que j'aime, c'est cette nouvelle façon de courir, ou cette ancienne nouvelle, peu importe, mais en tout cas d'oser partir de loin. Et ça, je trouve que pour le spectacle, des fois, c'est dur, parce que quand il écrase tout le monde à 80 km, bon, bah, derrière, pour les commentateurs, c'est compliqué. Mais c'est quand même un panache de fou. Et moi, je préfère ça plutôt que quelqu'un qui fasse un rouleau compresseur avec ses équipes. Ce qu'il pourrait faire aussi, en plus, avec l'équipe qu'il a. Hein, donc. Oui, alors, ce qu'il a fait aussi sur le Tour de France, hein, le rouleau compresseur des UAE sur le Tour de France, on l'a vu. Maintenant, c'est vrai que sur le reste du calendrier, sur les classiques, notamment, Julien, on a un panache de Pogačar. Alors, bien évidemment, on peut dire que si un rouleau compresseur, c'est les dopés, époque US Postal. On peut se dire aussi que quand il attaque de loin, faire des raids en solitaire de 60, 80, 100 bornes comme on a vu au championnat du monde en Suisse en 2024, Julien, on peut se dire il est encore plus dopé à ce moment-là. N'empêche que c'est vrai que ce que disait Guillaume, Julien, ce panache-là, c'est ce qui rend un peu Pogačar, je vais pas dire sympathique, mais encore plus attrayant. Ouais, c'est ça. Du vrai panache. C'est pour reprendre ce que disait Guillaume, c'est du panache à l'état pur. Le mec, il y va. Et derrière, le problème, on l'avait évoqué plusieurs fois dans la saison, c'est que derrière, tu as l'effet Pogačar aussi. Personne veut y aller parce que ça s'enterre. Ce sera bien si Pogačar est devant, ça s'enterre. Et c'est là où il prend son avance. Il y a une résignation. Ouais. Parce que les mecs, ils disent, mais bon, qui est-ce qui va faire deuxième? Alors, ils vont se regarder, ça va se regarder. Et c'est aussi comme ça qu'il creuse son avance. Mais c'est lui qui prend l'initiative. Donc, c'est normal que ce soit celui qui prenne l'initiative soit récompensé. Et là, la façon dont ils le font, c'est impressionnant. Quand tu vois, comme tu l'évoquais tout à l'heure, son championnat du monde 2024, c'est du Pogačar à l'état pur. Après, comme tu disais aussi, Pogačar qui s'échappe, qui part loin devant, 50, 60, 80, c'est du dopage. Repense au Paris-Roubaix de Tom Boonen, de Cancellara, des coureurs de cette trempe-là où ça partait de loin tout seul aussi. Et à l'époque, ça me posait moins de problèmes. On a malheureusement dépassé par le spectre Festina et US Postal, et qui jettera toujours, de toute façon, quoi qu'il advienne, de la suspicion sur le cyclisme. Ouais, ça c'est sûr. Et de toute façon, le cyclisme vit avec la suspicion, et ça, on peut pas y échapper. Et j'ai même envie de dire, c'est ce qui a aussi un radar pour le vélo, un radar quasi obligatoire pour continuer d'exister et ne pas plonger. On a vu notamment très dernièrement, Oyer Lascano être suspendu par rapport à des anomalies dans ses contrôles. Par contre, ça a mis du temps pour venir. Hein. Donc voilà, c'est toujours un retardement, et on sait toujours que les dopés ont un temps d'avance, voire 2 ou 3 temps d'avance sur la lutte anti-dopage. Pour revenir à Pogačar, on va conclure sur Pogačar avant de passer à la suite quand même. Guillaume, c'est que Pogačar, moi ce que je trouve encore plus bluffant, c'est que il se prend au jeu de venir sur le terrain des Flandriens
et plus que sur le Tour des Flandres, sur Paris-Roubaix, où là il a fait sa première participation en 2025. Et pour moi, on le verra tout à l'heure, pour moi c'est la course de l'année Paris-Roubaix. Le duel, l'intensité du duel avec Van Der Poel, je veux qu'on en parle un peu plus tard, mais Pogačar vient sur le terrain des Flandriens, et ça vient compléter sa panoplie. Ouais, bah moi je suis d'accord aussi, hein. La course de l'année, c'est clairement celle-ci. En fait, il est capable d'aller partout. Et en fait, moi, ce que j'aime dans son choix de programme de course, c'est là, quand il vient sur Paris-Roubaix, il peut tout perdre. Parce que voilà, il a moins l'habitude de faire du pavé, une grosse chute et c'est réglé. Ce mec vole partout où il est, mais en fait, je crois que lui, ce qu'il a envie, c'est juste de se bagarrer. On sait qu'ils sont très potes avec Van Der Poel, et à côté de ça, bah, ils ont envie de se castagner. Et c'est ça qui est chouette, et c'est ça qui est beau pour le public aussi, comme nous, à regarder ça. Et lui, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il prend le vélo aussi comme encore un jeu, et c'est rare aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il s'ennuie au bout d'un moment sur le Tour de France, parce que bah voilà, c'est pas trop facile, mais en tout cas, il a l'équipe pour, il est une patte ou deux au-dessus des autres. Donc, bah ouais, au bout d'un moment, sur 3 semaines, il s'ennuie. Alors que quand il va s'encanailler, et même s'il fait deuxième, je suis sûr qu'il était tout aussi heureux de sa sortie de Paris-Roubaix que de sa sortie d'un 4e Tour de France. Et en fait, la joie du jeu est quelque chose d'exceptionnel à regarder. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, Guillaume, et tu sens hein, que sur 3 semaines, ça commence à être longué. Alors, même dans la bataille avec Vingegaard, au bout de 3 semaines, tu sentais que il a fait son tour et puis terminé. Donc même et encore plus hein, dans les 2 défaites face à Vingegaard, où tu voyais il y avait une usure hein, à la fois psychologique et physique sur Tadej Pogačar. Bon, on va passer à la suite. La coureuse de l'année. Bon, Julien, il y a débat, c'est Pauline Ferrand-Prévot qui a remporté le Vélo d'Or. T'en as parlé un petit peu tout à l'heure. Si on parlait de victoire simplement, on aurait pu donner ce titre à Lorena Wiebes. Mais il y a quand même Demi Vollering qui est dans le débat, Julien. Demi Vollering, elle fait une année monumentale. Elle fait une superbe année, Demi Vollering. Elle rate, entre guillemets, son objectif principal qui était le Tour. Oui. Mais bon, tu fais 2e du Tour, c'est pas non plus dégueu sur une carte de visite. Puis derrière, il y a aussi de belles perfs à côté de ses victoires. Alors, tu sais quoi, regarde, je vais alimenter ton propos, Julien, je vais te donner un petit peu l'année de Demi Vollering, qui reprend avec une victoire autour de la Communauté de Valence en février, qui fait 3e du Newsblad. Bon, on se souvient, c'était la première classique pavé début mars, où il y avait eu 2 surprises devant qui avaient fait la nique aux favorites. Victor Ostrade Bianche, 4e pour le premier Milan-San Remo féminin. Podium à la Flèche, podium à Liège, 2e et 3e. Ensuite, elle écrase le Tour d'Espagne. Et alors, elle fait de même sur le Tour du Pays Basque et remporte le Tour de Catalogne. Tout ça entre le mois de mai et le mois de juin. Derrière, elle fait 2e du Tour de Suisse. Il me semble que c'est derrière Marlène Reusser. Ouais. Là, on se dit, elle est un peu cramée. Bon, elle revient, elle fait 2e du Tour derrière Pauline Ferrand-Prévot, 3e du chrono des mondiaux, 7e de la course en ligne des mondiaux pour ensuite remporter les championnats d'Europe de manière assez aisée et 2e des Trevalley-Varesine pour terminer sa saison. Demi Vollering, c'est tout simplement celle qui a remporté le plus de points UCI sur cette saison. Vas-y, Julien. Elle termine première mondiale, hein, donc ça veut tout dire. Après, tu l'as cité aussi sur une coureur qui revient d'une grosse blessure, d'une grosse période de doute. Je pense que Marlène Reusser aussi fait une très très belle saison. Elle te fait le double. Oui. Championne de Suisse du chrono, doublé chrono, championne d'Europe, championne du monde. Burgos, Tour de Suisse. C'est du solide. Après, on va dire, oui, c'est que sur les courses par étapes. Mais bon, faut quand même y aller sur ces courses par étapes-là. 2e du Tour d'Espagne et du Tour d'Italie. Ouais, ça cause aussi. Bon, après, t'as l'ogre Lorena Wiebes qui gagne ses 25 victoires. Hein, ouais. Elle gagne plus de courses que Pogačar, hein, quand tu regardes cette année. Ouais. Et Lorena Wiebes qui a été désignée, si je ne me trompe pas, prix Merckx, donc c'est-à-dire le prix des classiques. Des courses d'un jour, au niveau féminin, sur les courses d'un jour, en effet. Toi, Guillaume, tu aurais remis à qui? Allez, on va cibler entre Wiebes, Vollering et Ferrand-Prévôt. Le prix de course de l'année. Le cœur va évidemment à Ferrand-Prévôt, parce que je pense que
Pauline Ferrand-Prévot vient de faire rentrer le cyclisme féminin dans une nouvelle ère. Qui l'a ouverte au public, qui a amené des millions de spectateurs devant leur télé et rien que pour ça, en fait, aujourd'hui, elle est le meilleur atout promotionnel du cyclisme féminin. Elle fait rêver en France, évidemment, elle fait rêver à l'international avec son couple, etc., parce qu'elle parle très peu à la presse, mais elle parle beaucoup sur les réseaux. Et si, en fait, une Pauline Ferrand-Prévot peut amener des petites filles à monter sur le vélo et à aller s'éclater sans forcément faire de course, mais juste se dire on peut aussi aller s'amuser avec les garçons. Et ben ça, je trouve ça absolument formidable. Et c'est sûr mais c'est que, très franco-français, Guillaume. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Je pense que sur les réseaux, c'est quelque chose aujourd'hui qui est assez important. Après, effectivement, Non, mais ce titre de coureuse de l'année, c'est très franco-français oui. d'avoir remis ce vélo d'or à Pauline Ferrand-Prévôt. Tout à fait. Pour moi, Lorena Vibes. Alors moi, je prononce pas aussi bien que vous, hein, messieurs, mais voilà, je trouve que c'est une coureuse qui est absolument incroyable, qui est encore jeune. Hein, je crois qu'elle doit avoir 25 ou 26 ans. Voilà. Après, elle a une grosse équipe. Hein, quand c'est l'autre Lecopecki qui te ramène, c'était quoi sur Milan-San Remo, c'est pas n'importe quoi. Mais ouais, je trouve que c'est celle quand même qui a la plus grosse vélocité, elle est absolument incroyable et de toute façon parce que non seulement elle a gagné 25 courses, 25 victoires sur 53 jours de course, mais c'est surtout qu'elle est invaincue au sprint. Donc ça c'est quand même pas anodin. Aujourd'hui, il y a aucun autre athlète qui peut avoir ce titre-là et rien que pour ça, voilà, quelqu'un qui n'a jamais été battu là où elle excelle, c'est prodigieux. Ouais, ça c'est incroyable. Lorena Vibes, hein, qui a remporté les classements par points du Tour de France, du Tour d'Italie, qui a remporté le tout premier Milan-San Remo, mais qui a aussi remporté Bruges de Panne, Grande Wevelgem, qui a fait 3e à Roubaix, qui a remporté le Samin. Bon voilà, qui a remporté aussi le classement par points de l'UAE Tour. Donc voilà, et puis qui a aussi remporté un titre sur piste en début de saison en février dernier, sur l'Omnium aussi. Donc bon voilà, c'est vrai qu'il y avait débat. Bon, en tout cas, je l'aurais remis à Demi Vollering ce titre, parce que, alors pas parce que c'est la première mondiale en termes de points, mais sa régularité sur toute une saison, seulement battue, j'ai envie de dire, finalement, sur le Tour de France en faisant 2e, parce que mine de rien, elle prend une volée en termes d'écart avec Pauline Ferrand-Prévot, mais elle va faire 2e. Et tout le monde prend une volée. D'écraser le Tour d'Espagne, mais tout le monde prend une volée, exactement. Et Pauline Ferrand-Prévot, à titre de comparaison, sur le classement mondial, elle n'est que 13e. Elle est derrière Micha Bredevold, elle est derrière Puck Peters, elle est derrière Nick Fischer-Black, en termes de points marqués sur toute la saison. Donc on parle de coureuse de l'année. Bon, ok, elle a remporté le Tour de France et elle a remporté Paris-Roubaix. C'est incroyable. Bon, voilà, au-delà de ça, sur toute une saison, je l'aurais donné à quelqu'un d'autre. Donc voilà, ce prix a été attribué de coureuse de l'année, a été donné à Pauline Ferrand-Prévot. Prix Merckx des classiques à Lorena Vibes. Bon, là, il n'y a pas trop de débat. Il n'y a pas trop de débat. Et j'aurais un poil mis dans la balance Kim Lecourte sur sa saison, qui a fait de très belles performances sur le Tour de France, qui a remporté Liège-Bastogne-Liège et qui sera attendu au tournant pour cette année 2026 en confirmation. On va avancer un petit peu parce que il y a eu le prix Hinault des Français qui a été attribué. Bon, pour les femmes, on va passer Pauline Ferrand-Prévot, je pense que ça ne fait pas débat chez les femmes, mais chez les hommes, Kevin Vauquelin a été nommé, a été désigné Français de l'année. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que Julien, tu es d'accord avec ce prix pour Kevin Vauquelin? Là encore, vision très franco-française et très Tour de France, Tour de France, Voilà. non, Julien? Ouais, voilà, des visions très touro-française, franco-Tour de France. C'est sa perf en tant que meilleur Français au Tour de France qui fait basculer la balance. Même s'il fait un super Tour de Suisse. Après le Tour de France, certes, il s'est blessé. Avant, il n'était pas non plus. Il n'a pas eu une grosse saison complète comme peuvent l'avoir ses suiveurs au classement français, quoi. Guillaume, toi, t'aurais attribué à Kevin Vauquelin ce titre? Non, moi, je suis d'accord avec vous, hein, messieurs. Hein, c'est clairement l'impression qu'ils ont vraiment fait leur classement par rapport au Tour. Donc voilà, non, je sais pas. Quand on voit la fin de saison et la saison de manière générale, mais surtout la fin de saison de Paul Magnier,
Bon, bah voilà, je sais pas, ça parle tout seul, quoi. Voilà, 19 victoires, il a 21 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Voilà, et je crois qu'au nombre de victoires, il est juste derrière Poggi. Bon, bah, pour moi, c'était clairement lui, le coureur qui nous a enthousiasmé et qui nous a même fait découvrir les plaisirs de l'arrière-saison. Ouais. C'est lui. Donc, Ah ouais. Non, mais clairement, je suis d'accord avec toi, Guillaume, parce que moi, pour moi, Paul Magny est pas seulement en termes de victoire, mais en termes d'explosion, ça a été assez incroyable. Où hum, sur sa dernière course de la saison, alors c'est le tour de Guangxi, il remporte 5 des 6 étapes. Bon, ben la seule étape qu'il remporte pas, l'arrivée au sommet là pour décider hum. la victoire finale. La Crow Race qui fait exploser généralement les jeunes talents de demain. Moi, je me souviens d'un Olaf Koy il y a quelques années sur cette Crow Race, 4 victoires sur la Crow Race. Tour de Slovénie, eh bien c'est 4 victoires d'étape, victoire au Grand Prix de Fourmies. Bon, vous allez me dire finalement, ce ne sont que des courses secondaires. On peut aussi nuancer cela pour Paul Magny, c'est que c'était des courses secondaires par rapport au Bien calendrier, sûr. et que sur le reste de l'année, sur les grosses courses, Kevin Vauquelin a quand même brillé sur les grosses courses du calendrier, notamment du début de saison. Non, non, mais ça c'est sûr, bien sûr. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté qu'on a à se souvenir aussi, parce qu'aujourd'hui on est abreuvé de courses, et effectivement celles qu'il a gagnées, on les connaissait, mais de nom, quoi. Voilà, franchement, là, nous, on était déjà en semi-vacances d'habitude quand on en arrive là. Mais ça n'empêche. Ça n'empêche que bah, ce sont des courses, que ça fait des points et que de toute façon, bah, voilà, il a été les chercher. Et ça fait combien de temps qu'on attend ça, en fait? Ça fait combien de temps qu'on Ouais. attend un coureur français lever autant les bras quand tu arrives sur une épreuve, une course par étape, même si c'est un peu plus facile que d'autres? On est quand même en fin de saison. Il est capable d'en gagner 4 à la suite, je crois. Enfin, voilà, c'est incroyable. Donc, moi c'est vraiment ce que j'ai aimé chez lui, ça a été de ne jamais s'arrêter. Et là, ce coup, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu un sprint, alors français, jamais, mais même international, être mort de faim à ce point-là. Et ça ne s'arrêtait plus, quoi. Et lui, on lui rajoutait un mois au calendrier. Et là, on pouvait le ramener même sur des grandes courses, il y allait, quoi. Hein. C'était parti. Hein. C'était... Ça sera Et très ça, intéressant de voir la saison 2026 de Paul Magny, Julien. ouais, alors, en plus d'être de gagner, il est un peu comme Guillaume disait tout à l'heure, Pogacar. Il est super proche du public. Il a sa petite ambiance aussi, et il a une gueule pour passer à la télé. Donc oui. Et Ouais. le problème, c'est que son équipe est pas partie courir le Tour de Chine, le Tour de Guangxi occidental. Sinon, ouais, il battait Pogacar au nombre de victoires. Il serait encore en train de courir. Il y aurait des courses l'Allemagne. Hein. Ouais. Mais, Ouais, mais cette euh, saison, 19 victoires, ouais. Ouais. 19 victoires et avec la manière à chaque fois, quoi. Moi, je l'ai vu à Fourmi, il est emmené, mais royal, quoi. Il a 21 ans. On n'a pas eu de gros sprinteurs ces dernières décennies. Là, je pense qu'on a peut-être quelqu'un qui va pouvoir aller chatouiller les Philipsen, oui, Philipsen, j'ai oublié l'italien, ça y est, je deviens Jonathan vieux, Milan. et Jonathan Milan. Là, je pense que on va avoir des très, 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 très beaux combats sur les sprints. Alors, je pense qu'il faut quand même pas oublier Arnaud Démare dans la discussion des sprinteurs français des dernières années, qui Bien Arnaud sûr. Démare a remporté un Milan-San Remo, qui bataillait avec les meilleurs mondiaux, mais on a aussi la vision du Tour de France, qui remportait très peu de victoires finalement sur le Tour de France. Par contre, ce que Paul Magny a aussi, et ce qu'avait Arnaud Démare, c'est cette capacité à batailler sur les Flandriennes également, et Paul Magny, il aime ça. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Ouais, Non, non, mais oui, c'est ça. C'est que maintenant, en fait, on a envie de le voir avec les gros. Et il n'a que 21 ans. ouais. C'est aussi ça. Hein. Je veux dire, là, on parlera de Paul Sexas tout à l'heure. Il a 19 ans. Lui, il a que 2 ans de plus. C'est pas quelque chose d'énormissime non plus. Et on sait que à 21 ans, on n'est pas encore complet en coureur cycliste. Même si maintenant, on a beaucoup rajeuni par rapport à il y a quelques années, mais ça n'empêche que la marge de progression, comment son équipe va se comporter avec
lui ou quel choix il va faire aussi, faut pas se leurrer. Ça va être, ouais, en tout cas moi c'est aujourd'hui mes grandes attentes et de revibrer sur des sprints en étant un peu plus chauvin pour une fois. Voilà, ça va faire du bien, ouais. On va bien manger dans les prochaines années, comme on dit. Et je C'est rappelle ça. quand même que Paul Magnier, sur sa première saison professionnelle, parce que là c'était sa deuxième en 2025, sur sa première saison en 2024, il avait quand même remporté 8 victoires. Donc c'est dire déjà un petit peu avec ça, on se rappelle, cette complémentarité avec l'autre sprinter de la Soudal Quick-Step, Luc Lamperti, où ils étaient, il me semble, équipiers déjà chez Trinity Racing. Les deux, je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, ils étaient déjà complémentaires. Il y avait déjà eu 8 victoires pour Paul Magnier sur cette année 2024. Juste avant de passer à la suite, messieurs, j'ai une petite question sur le podium du Vélo d'Or masculin, parce que c'est vrai que derrière Pogacar, bon, on a parlé des femmes, il y avait débat entre Ferrand-Prévot, Vébès et Vollering, et chez les hommes, derrière Pogacar, vous auriez mis qui en 2 ou 3, Julien? Et moi, j'aurais inversé le podium. J'aurais mis Van Der Poel à la place de Vingegaard. Parce que Mathieu, quoi, comme on disait tout à l'heure, ça reste encore c'est un ténor des classiques. S'il n'y a pas Mathieu, est-ce que Pogacar se déplacerait? Est-ce qu'il aime bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il aime bien aussi jouer au vélo. Et si pour jouer, il faut un adversaire. Et est-ce que s'il n'y avait pas un Van Der Poel ou un Van Aert Prime, il se déplacerait faire ce genre de course-là? Pas sûr. Donc, puis bon, la façon dont il gagne Paris-Roubaix aussi, Van Der Poel, c'est une solide, quoi. Et toi, Guillaume? Julien a dit l'intégralité des mots que j'aurais dit, donc je n'ai rien à rajouter. Mot pour mot la même chose. Ouais, moi j'aurais quand même enlevé Vingegaard du podium pour mettre Evenepoel. Et j'aurais mis Pogacar, Evenepoel et Van Der Poel. Alors Pogacar, Van Der Poel et Evenepoel dans l'ordre. Pourquoi? Parce que Jonas Vingegaard remporte un Tour d'Espagne qui a été l'un des pires Tours d'Espagne de ces dernières années. C'est pas de sa faute, malheureusement. Mais voilà, il a été quand même là pour remporter ce Tour d'Espagne sans être ultra dominant, j'ai envie de dire, avec seulement 3 victoires d'étape, mais en prenant le lead, le maillot rouge dès la deuxième étape. Le Tour de France, il fait deuxième, même en donnant l'impression d'être à des années-lumière de Pogacar. Bon, un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire, un peu comme Pauline Ferrand-Prévot sur le Tour de France femmes. Il fait deuxième du Dauphiné, pareil derrière Pogacar, mais en fait, il fait, sa saison, elle est pas très remplie parce qu'il abandonne à Paris-Nice et il revient qu'au Dauphiné. Donc en fait, sa saison, elle est quand même très parsemée. Ouais. Et alors que Van Der Poel bataille un peu partout, qui fait le spectacle, que sur les Flandriennes il est là. Derrière Van Der Poel sur le Tour de France, on le voit aussi se battre. Bon, il termine pas le Tour de France, mais il y a sa victoire d'étape, la deuxième. La ville, c'est Boulogne-sur-Mer, si je me trompe pas. Ouais. Voilà, il porte le maillot jaune, il va bagarrer. On le revoit après en fin de saison aussi. Enfin bon, pour moi, Van Der Poel, je vois pas pourquoi il serait derrière Vingegaard. Et puis Remco Evenepoel, pourquoi Evenepoel? Parce que on voit on parlait de Pogacar, parmi un des meilleurs coureurs de ces dernières années, décennies. Evenepoel, en termes de capacité de rouleur en contre-la-montre, c'est incroyable. Il abandonne sur le Tour de France, ok. Bon, il était troisième du général au moment de son abandon, mais c'est un coureur ultra complet qui est un des meilleurs coureurs de contre-la-montre de ces dernières décennies. Et j'ai l'impression que sur les courses d'un jour, je vais pas dire les courses par étapes, sur les courses d'un jour, petit à petit, j'ai l'impression qu'il se rapproche de Tadej Pogacar. J'ai espoir, Guillaume, que pour 2026, Evenepoel aille titiller un petit peu Pogacar, peut-être sur un Liège-Bastogne-Liège, à voir. Après, il va falloir voir déjà avec ce changement d'équipe, comment ça va se passer, comment ils vont gérer ça aussi. Finalement, ton podium, c'est celui aussi du trophée Eddy Merckx. Donc voilà, on reste dans cette continuité-là. Et finalement, comme si le trophée Eddy Merckx était celui qui rassemblait aussi un peu plus largement aujourd'hui. C'est vrai qu'on avait peut-être un peu oublié pendant quelques années l'importance aussi de ces classiques, et ce sont ces coureurs, parce qu'ils sont tous les trois quand même des extraterrestres, qui nous rappellent l'importance aussi pour eux de ces courses d'un jour. Et moi, j'ai toujours aimé ça, parce que ça a toujours été des rendez-vous dominicaux pour la plupart. Et c'était quelque chose qu'on vivait en famille, et voilà, ça venait nous amener le printemps tranquillement. Mais
Oui, je pense que Evenepoel aujourd'hui, de toute façon, changer d'équipe, arriver dans quelque chose de très différent aussi, voilà, il y va pour faire des résultats et il y va pas que pour gagner des contre-la-montre, ça c'est une certitude. Ouais. D'ailleurs, Julien, Guillaume parlait de rendez-vous dominicaux. Julien, Paris-Roubaix femmes va passer du samedi au dimanche. Ce serait une des nouveautés de l'année. Ils arriveront même après les hommes, Comme au Tour des Flandres. comme au Tour des Flandres, comme sur toutes les classiques, hein, quasiment maintenant. Hein. Tout ce qui est ardennaise, c'est après les hommes, sauf l'Amstel de mémoire. Oui. Strade Bianche, c'est avant. Milan-San Remo, c'est avant. Et Gand-Wevelgem, Donc c'est après, c'est ouais. une vraie volonté, hein. C'est une volonté notamment Économique. oui, volonté. Alors c'est expliqué par un choix économique, mais une volonté, c'est notamment l'organisateur belge Flanders Classic, il me semble, la société Qui fait le Tour des s'occupe, Flandres. voilà, exactement, qui met les femmes après les hommes. Et Julien, c'est toujours une réussite au niveau de l'audimat à la télé. Au niveau de l'audimat à la télé, au niveau du public sur les routes, même si ça se dégarnit, enfin, les premières années, ça se dégarnissait après le passage des hommes. Là, les 2-3 dernières saisons où j'étais, il y avait quand même du monde au bord des routes. Et c'est vrai que ça ne peut que donner de la visibilité, hein. De toute façon, le but, c'est de donner de plus en plus de visibilité. C'est toujours ce cercle vertueux, visibilité, sponsor, meilleures conditions pour les coureurs. Donc, que ce soit homme ou femme, de toute façon. Ça se dégarnit de moins en moins après le passage des hommes pour le passage des femmes. La suite de ce podcast, on fait un peu le bilan de l'année 2025. Messieurs, le rookie de l'année. La rookie de l'année. Chez les hommes, Guillaume, Isaac Del Toro, rookie de l'année, il n'y a pas trop de débat, non? Oui, bah oui. Tu vois les points UCI, tu vois les courses qu'il a faites. Il y a pas de, non, il y a aucun débat là-dessus. C'est un coureur néo-pro qui a tout de suite performé au très haut niveau et qui, alors 3e mondial au classement UCI, mais on parlait de Paul Magny en fin de saison. Isaac Del Toro a aussi été un ogre en fin de saison avec, il me semble, d'une douzaine de victoires sur les courses d'un jour. On l'attend maintenant, on va l'attendre sur les courses par étapes, sur l'année, alors, d'autres courses par étapes en tout cas, parce qu'on se rappelle sur ce Giro, il doit remporter le Giro, jamais il doit se faire battre par Simon Yates. Il y a cette bataille, notamment dans le Finestré avec Carapaz, où ils se bouffent, ils s'enterrent entre eux. Bon voilà, il remporte il remporte le classement du meilleur jeune du Tour du Pays Basque, il fait 15e, il remporte Milan de Turin en début de saison, il fait 13e de Milan-San Remo à son âge, à 22 ans, sur une course de 300 bornes, et en fin de saison il remporte pratiquement tout, notamment le Tour de Burgos et puis les classiques de fin de saison. 5e du Lombardia aussi, hein, à seulement 22 ans. Isaac Del Toro, on a l'impression, Julien, de voir un Tadej Pogacar avec 5-6 ans de moins. Au moins, on est dans la même lignée. C'est s'il le materne bien, si jusque 2028, ce sera Tadej le leader. Et après, je pense que ce sera lui, quoi. Ils vont le couver. Ils vont le couver jusque là. Il était un petit peu en conflit avec Ayuso. Ayuso s'en va. Ça va être lui le boss de l'équipe. Prochain conflit qu'on pourra avoir, c'est avec Joao Almeida, peut-être pour Isaac Del Toro, Julien. Oui, et encore, ils vont pas être forcément alignés sur les mêmes courses. Donc, d'après les premiers programmes qui apparaissent, je pense que Machine et Gianetti vont savoir bien gérer ça. Ouais. Mais, Isaac mais- Del mais ça Toro montre, qui... Ouais, vas-y. ça Vas-y, montre aussi la force de ces équipes qui peuvent afficher d'ores et déjà 3 leaders différents sur les grands tours, et c'est absolument incroyable. Joao Almeida qui a annoncé leader sur le Giro et la Vuelta, Tadej Pogacar sur le Tour de France. On va voir un petit peu ce que ça va donner cette année. Ouais. Je me dis quand même que si Tadej Pogacar venait à remporter soit Milan-San Remo, soit Paris-Roubaix, il pourrait quand même tenter le Tour d'Espagne en fin de saison. Après, ça va être à voir, hein, suivant aussi le programme, parce que les championnats du monde en 2026 sont j'ai perdu au Canada, voilà, au Canada. Donc après, à voir, hein, comment ça peut se dérouler. Isaac Del Toro qui est en fin de contrat en 2029, Tadej Pogacar en 2030. Voilà, bon, on est quand même d'accord sur Isaac Del Toro, rookie de l'année chez les femmes. Rookie de l'année, Ouais. Julien, chez les femmes. Bon, si on s'en tient, alors c'est toujours pareil, hein, on peut s'en tenir au classement UCI. Hop, on regarde les rookies, les néo-pros. Kat Ferguson terminé. Tu t'aurais mis Kat Ferguson aussi? J'aurais mis Kat Ferguson. Kat Ferguson haut la main. Et, si on veut rester franco-français, c'est Liagéry. Mais Kat Ferguson, évidemment.
Et elle arrive, elle gagne. L'année dernière, en étant stagiaire, elle va gagner quelques courses. Elle gagne en Belgique l'année dernière à la Semois. Cette année, elle gagne son premier succès en World Tour. Il s'en fait pas grand-chose pour qu'elle gagne pas son tour national. Et non, je pense que et elle va encore progresser. Elle va encore passer un cap cette année, sachant qu'elle ne fait aucun cyclocross, là où elle excellait les autres années. Non, je pense que le rookie de l'année, c'est le titre qu'il lui faut. 19 ans, c'est encore une junior ou c'est une espoir première année, Julien? C'est une espoir première année. C'est une espoir première année. On voit hein, chez les femmes, Guillaume, cette nouvelle génération qui éclate très tôt. Hein. Ah bah oui, oui. Et puis bon, alors elle, attention, hein, je veux dire, on l'a vu quand même arriver. Oui. L'année dernière, elle fait une année astronomique en junior puisqu'elle est championne du monde d'à peu près tout ce qu'on peut être champion du monde. Voilà, sur route contre la montre, je crois qu'elle fait les relais en cyclo. Enfin, c'est vraiment une grande coureuse. Et là encore, hein, on est face à des jeunes femmes qui ont aussi tout compris à la com, voilà. Enfin, moi, je trouve que c'est réjouissante. Enfin, voilà, voilà, elles sont incroyables et ça donne encore plus envie de regarder le vélo quand on a des phénomènes comme celle-ci. Mais effectivement, ça arrive de plus en plus jeune. Hein, ça sera quand même une interrogation, parce que ce soit chez les garçons d'ailleurs ou chez les femmes, à quel moment on les met dedans. Mais voilà, on le voit aussi en foot à l'âge où on les lance aujourd'hui. Mais ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a 26 ans, eh ben, on commence à se dire, bon, bah, dis donc, il est déjà vieux par rapport aux autres. Ça paraît hallucinant il y a ne serait-ce que 10 ans en arrière. Ouais, complètement. Bah, Pogacar, on peut déjà se dire qu'il est vieux. C'est Oui, vrai oui. que chez les hommes comme chez les femmes, Julien, cette nouvelle génération, elle arrive de plus en plus tôt, elle performe de plus en plus tôt. Et j'ai même envie de dire que la catégorie sport ne sert pratiquement plus à rien, en fait, Julien. Elle pourrait servir s'il y avait une vraie catégorie espoir chez les femmes et chez les femmes. Chez les hommes, quand on voit que ce sont sur les grands événements du calendrier U23, euh, le Giro U23, je ne sais plus son vrai nom, mais c'est Giro 23, Tour de Giro l'Avenir ou Next autre. Gen. Numéro de Next Gen, voilà. Quand tu vois que ce sont des équipes World Tour ou Conti Développement où les coureurs vont aussi s'aguerrir avec l'équipe première, cette catégorie n'a quasiment plus lieu d'être. C'est d'ailleurs pas innocent que certaines équipes arrêtent leur programme équipe développement pour se caser sur les juniors. Idem chez les DN1 chez nous en France, parce qu'ils savent que la catégorie espoir va être appelée à disparaître. D'ailleurs, j'ai cru voir, et Guillaume, tu me coupes si je me trompe, que la Coupe des Nations Espoir disparaît en 2026 par rapport notamment aux fédérations et voilà, cette catégorie sport qui n'a plus trop de nom et les fédérations qui ont de plus en plus de mal à encaisser les coûts les coûts hein, vis-à-vis du déplacement notamment parce que aujourd'hui les meilleurs espoirs sont dans les équipes professionnelles déjà. Ouais, non, mais c'est déjà tellement dur aujourd'hui de faire tenir des équipes professionnelles qu'effectivement, on réfléchit à tous les coûts annexes, mais c'est aussi quelque chose qui est dur même dans nos petits clubs. Donc oui, automatiquement, quelque chose qui aujourd'hui n'a plus vraiment de sens ni par rapport à l'enthousiasme que les coureurs mettent à être dans ces catégories ni par rapport à ce que les sponsors ont envie, bon bah voilà, ça va disparaître. Je sais pas, franchement, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je me questionne encore là-dessus. Pour les DNA, en tout cas, c'est une mauvaise c'est chose. sûr. On voit, hein, il y en a de plus en plus qui disparaissent. Et alors aussi avec la création des contis fédérales qui étaient encore en dessous hein, des contis de la 3e division, ils ont voulu créer une sorte de division en France où certaines DN1 pouvaient participer à des courses continentales. Bon, bref, c'est un vrai micmac et il y a quand même pas mal de directeurs sportifs d'équipes de DN1 qui ont tiré le signal d'alarme parce que c'est vraiment très compliqué et on va avancer dans ce podcast, parler des surprises de l'année. Bon, Julien, je pense qu'il n'y a pas trop de débat sur la surprise de l'année chez les femmes. Magdeleine Vallière, championne du monde à Kigali, la Canadienne, je ne peux pas dire inconnue de tout le monde, inconnue en tout cas certainement du grand public, mais
ce titre-là, on va pas refaire le débat qu'on avait fait après les mondiaux à Kigali. Personne l'avait vu venir, Julien. Personne l'avait vu venir. Elle dit que quand tu suis une interview, elle dit qu'elle se sentait bien depuis un grand moment et qu'elle a aussi tiré bénéfice des circonstances de course. Hein. Tout à l'heure, tu parlais qu'on pourrait mettre aussi dans une surprise du Het Nieuwsblad avec la victoire Oui. de l'autoclasse. C'est un peu le même scénario qui s'est passé de toute façon. Hein. Les favorites qui s'enterrent derrière. Voilà quoi. Mais oui, le titre de Magdeleine Vallière, c'est la surprise de l'année. Après, si on peut aussi, on peut parler aussi de surprise dans le mauvais sens du terme. Pour moi, la triste surprise, c'est le niveau de l'autocopétique toute la saison. Mais effectivement, la plus belle, la course surprise, ouais, c'est Magdeleine Vallière sur le championnat du monde. Alors on va avoir un débat déception de l'année, donc je pense que tu pourras la mettre dedans. Guillaume, c'est vrai que pour revenir à ce titre de Magdeleine Vallière, franchement, j'ai l'impression d'avoir revécu. Est-ce qu'on peut le comparer au titre de Rui Costa qu'on avait vu chez les hommes? Il me semble que c'était 2013. Bon, ouais, ça remonte déjà, hein, ça nous vieillit, ça, tout ça. Hein. Ouais, désolé. Ouais, merci. Mais ouais, bah après c'est des faits de course, c'est aussi cette force que ce soit des championnats du monde qui sont d'autant plus ouverts par rapport à des courses d'un jour, ou les classiques là où les équipes corsettent quand même un petit peu tout ça. Là, moi, c'est d'ailleurs ce qui est motivant. Alors bon, là, on était sur un championnat du monde qui était extrêmement dur par ailleurs, qui a quand même laissé des traces à tout le monde. Mais oui, c'est cette beauté du geste que quand quelqu'un arrive, on se dit putain, mais c'est qui elle? Et ben voilà, bah oui, effectivement. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour vivre avec la maillot de championne du monde sur les épaules et où automatiquement, bah, il y aura des attentes. Ça va être plus compliqué là-dessus. Ça peut même être une année très très dure à vivre, hein, pour le coup, hein, derrière, hein, parce que automatiquement, il y aura beaucoup de regards sur soi. On va voir comment elle va gérer ça, mais à l'inverse, ça peut aussi lui donner des ailes, hein, donc ça peut être aussi assez formidable. Voilà, je ne sais pas comment elle réagira à tout ça, mais dans tous les cas, ça doit être des vrais questionnements pendant cette intersaison, ça c'est sûr. On voit que juste après le championnat du monde, vas-y Julien. Pour rebondir ce que tu disais, Dresch, la surprise Rui Costa en 2013, non, parce que Vallière, elle a participé dans l'échappée. C'est vrai, parce que Rui Costa faisait le mort dans cette échappée en jouant avec la tactique des Espagnols et le duel Valverde-Rodriguez, c'est vrai. Et donc non, puis elle attend pas le sprint, quoi. Ouais, complètement. Magdeleine Vallière qui, après le championnat du monde, avait fait 2 top 10 sur des classiques italiennes au Tour d'Émilie et au Trevale Varesine, donc on voit que de manière très récente, après les mondiaux, elle avait un peu digéré. Ce titre mondial, c'est sa 2e victoire en carrière seulement, pour celle qui avait été 18e du Tour de France pendant l'été, avec notamment une 8e place lors de la 6e étape, une 6e étape qui avait été remportée, justement, celle remportée par Maeva Skiban, une des étapes remportées par Maeva Skiban. Juste très rapidement dire que Magdeleine Vallière, 24 ans, canadienne, elle va devoir défendre son titre à domicile en 2026. Là encore, quand on parle de pression, bon, voilà, on va voir ce que ça va donner. Elle court à la IF Education Oatly et au niveau de sa jeunesse, hein, je reviens sur la jeunesse, 24 ans. Quand on voit un petit peu toutes les jeunes qui arrivent avec les Paola Blasi, les Zoe Bachsted, les Schladonova, Holmgren qui a remporté le Tour de l'Avenir, qui a brillé en fin de saison, tout comme Marion Bunel, Célia Géry. On va bien manger encore une fois chez les femmes dans les prochaines années. On a parlé pour ajouter sur les Espagnols, rookies. Ouais, vas-y, on termine avec. Attention à Paola Ostiz, championne du monde U19, champion d'Europe U19. Attention à elle. Oui. Les Espagnols, ils ont une belle petite génération qui arrive. Va falloir être très très attentif. Voilà, chez les garçons comme chez les femmes, hein, les jeunes générations arrivent, on va se régaler. La déception alors non, la surprise. On en a parlé chez les femmes, Magdeleine Vallière. Chez les hommes, tiens, parce qu'on n'en a pas parlé chez les hommes. Est-ce qu'il y a des surprises chez les hommes? Est-ce que c'est possible d'avoir des surprises? Moi, j'en ai noté une. Je vais vous la donner à la fin. Vous allez me dire, Julien, est-ce que tu as une surprise, toi, sur ce calendrier homme cette saison-là? Ah ouais, c'est pas une surprise, c'est une confirmation. En fait, c'est Sexas. Pour le Sexas. Ok. Ce qu'il avait montré chez les jeunes, il le confirme maintenant. Il faut le laisser maturer.
et pas en faire tout de suite une idole comme certains médias essaient de le monter. Mais C'est dur quand même hein, de pas s'enflammer avec Paul c'est Sexas. dur de pas s'enflammer, mais faut pas s'enflammer aussi comme on avait fait d'un Pinot un vainqueur du Tour. Quoi. Mais C'est vrai. Ou d'un Romain Bardet où on s'était pense- enflammé. Je pense c'est une grosse confirmation de son talent. Suffit juste de revoir son championnat d'Europe. Tu vois son championnat d'Europe, tu vois la victoire qu'il laisse à Prud'homme en début de saison, bah t'as son résumé quoi. Un grand monsieur sur le vélo et un mec qui sait gagner. Ouais, complètement. Guillaume, alors moi c'est une course que j'ai notée en surprise. Julien nous a dit Paul Sexas, alors plus confirmation des espoirs entrevus de Paul Sexas que surprise. Toi, quelle est ta Non, alors surprise moi, de c'est l'année? pas forcément une grosse surprise parce que c'est quelqu'un qu'on avait déjà vu briller, mais moi, j'ai trouvé que la saison de Ben Illy, elle est assez incroyable après une saison 2024 qui avait été plutôt indifférente et pour le coup avoir des beaux espoirs les années précédentes, surtout en 23, je crois qu'il gagne sur le Giro. Et là, en fait, j'ai vu un coureur qui a tout le temps donné quoi. Et j'aime bien ça, qui a pas beaucoup gagné. Il en a gagné quelques-unes, mais il a pas beaucoup gagné. Il fait beaucoup de 2, beaucoup de 3, mais il est tout le temps retourné. 2 victoires au total. Et voilà, je trouve que ces gars-là, c'est vraiment des brutes de vélo qui sont capables de partir sur 193 km. Je crois que c'était, ça m'avait marqué. Alors, je sais plus sur quelle course c'était, mais c'était assez fou. Et voilà, c'est des gars comme ça que j'aime bien voir sur le vélo. Et là, je trouve que l'année, il a fait que d'être devant tout le temps, à y aller. Ouais. Et jamais perdre la foi malgré le peu de victoires. Et voilà, je trouve ça fantastique. Donc voilà, c'est pas vraiment une grosse surprise, c'est pas quelqu'un qui gagnera énormément dans sa vie, mais en tout cas, je trouve que c'est un coureur qui me fait rêver. Si un jour je le croise dans 15 ans, quand il aura arrêté sa carrière, je lui dirai merci, quoi. Donc voilà. Ben Illy, c'est le 13e mondial en termes de points obtenus sur cette saison. 2 victoires, j'ai envie de dire seulement, mais quelle victoire sur le Tour Oui. de France, l'échappée vers Vire-Normandie où c'était une étape de brut, et puis au Tour du Pays Basque aussi où c'était là aussi une échappée qui allait au bout. Il va faire sur les courses d'un jour, il va faire 4e d'Estradé, 5e de la Flèche, 10e de l'Amstel, 3e de Liège-Bastogne-Liège. Et en fin de saison, il va faire quand même podium sur les championnats du monde. Il fait 3e à Kigali. Quand on se souvient quelle course c'était à Kigali, franchement, Il est tout le temps placé, quoi. on s'est vraiment régalé avec Ben Illy. Ouais, exactement. Moi, en surprise de l'année, c'est une image qui m'a marqué. C'est la défaite des Visma face à Nelson Poles sur À travers la Flandre en début de saison avec Wout van Aert. Qui était accompagné de deux de ses équipiers pour jouer la gagne dans le final. Et Nelson Poles qui fait la nique au Visma en étant dans la roue, dans un sprint lancé parfaitement pour Nelson Poles, mais pas du tout pour Wout van Aert qui a crampé juste avant l'arrivée, en tout cas qui a eu l'acide qui lui est monté dans les jambes juste avant l'arrivée. Je trouve que c'était une image forte et ça vient me dire aussi que j'espère que Wout van Aert va en claquer une grosse en 2026. En fait, j'espère à chaque fois d'une année sur l'autre parce que j'ai pas envie que ce soit l'un des plus gros gâchis de l'histoire du vélo. C'est un potentiel monstre. Wout van Aert qui, s'il était chez Visma, aurait, à mon avis, déjà 3, 4, voire 5 monuments dans sa besace. Il serait dans la bataille avec Pogacar et Van Der Poel pour le nombre de monuments gagnés, mais voilà, pour moi c'est la surprise de l'année, c'est la victoire de Nelson Poles face aux 3 Visma à travers la Flandre. Voilà un petit peu, je sais pas si Julien ou Guillaume vous voulez. Julien, vas-y. Ouais, je te rejoins complètement. Alors, moi, c'était, j'étais au moment du sprint, j'étais la côte de Trieux, attendre la version femme de À travers les Flandres. Et j'ai entendu siffler, mais vraiment une bronca pas possible, parce que j'ai un écran géant à 300 mètres. Je dis c'est pas possible. Tu sais, j'avais pas toutes les infos. Et quand je regarde le résultat, que je vois qu'il s'est fait taper, que les 3 Visma se font taper, j'ai compris là. Et j'ai dit ok. Non, Poles là-dessus a super bien joué. Et je pense qu'il a pris confiance aussi sur ce genre de course flandrienne, Poles. Il sera peut-être à surveiller aussi. Oui. Et coureur complet, Nelson Poles. D'ailleurs, Guillaume, moi, ça m'avait fait penser aussi à ce qui s'était passé. Alors, je sais plus quel Sky qui avait fait la nique aux Ethics Quick Step de l'époque. Stannard. Yann Stannard, merci Julien.
C'est vrai que ça a fait penser un petit peu à ça. Les Visma, pas vraiment les rois des tactiques hein, sur ce coup-là, parce qu'à 3 contre 1, il fallait le harceler, Nelson Poles, Ah bah mais bien sûr, Guillaume. non mais là c'est une vraie grosse faute professionnelle. Je veux dire, c'est pas souvent qu'il y a des grosses fautes professionnelles dans le cyclisme. Là, ça en est une. Enfin voilà, là t'es manager, tu vois les gars qui rentrent là-dessus. Alors peut-être que le manager, il y a aussi pour une grande partie, attention. Mais en tout cas oui, c'est inacceptable. T'arrives à 4, dont 3 de la même équipe, c'est l'autre qui gagne. C'est pas possible quoi. Ouais. Allez, la déception de l'année. Bon, je vais commencer par les femmes. Julien, t'en as parlé tout à l'heure. Lotte Kopecky. Moi, de manière plus générale, je dirais la SD Works. Je trouve qu'il y a un déclassement de la SD Works qui est assez criant et assez frappant sur cette année 2025. Ils ont perdu des grosses sets déjà, donc ça aide. Ils ont perdu, ils ont gardé celle qui gagnait le plus l'année d'avant, mais celle qui marchait le plus sur la course par étapes. Ils perdent des Muvolring. Ça joue sur l'ambiance générale. C'est pas pour rien quand tu vois le recrutement pour l'année prochaine qu'ils vont rechercher 2 coureurs qui marchent bien sur les courses par étapes. Là, on aurait pu la mettre en surprise la saison dernière, Valentina Cavalar, que tu avais commenté autour des Pyrénées. Autour des Pyrénées en 2024, ouais. Et ils vont chercher Nienke Vinke, qui est meilleur jeune du Tour 2025. Donc c'est qu'ils se rendent compte que ça brûle un peu au niveau des courses par étapes. Par Vibus, il n'y a pas grand monde qui gagne chez eux cette année. Bredvold, Kopecky, c'est tout. Hein. Sur le grosse victoire, c'est un peu compliqué. Maintenant, Kopecky a eu une saison alors catastrophique, non, parce que bon, tu peux pas avoir une saison catastrophique et gagner le Tour des Flandres. Mais derrière, tu vois qu'elle n'était pas à son meilleur niveau. Elle peut emmener Lorena Vibus, mais il y a des courses où elle pouvait gagner. Elle explose complètement à Paris-Roubaix, qui est normalement son territoire. C'est vrai que, alors, j'ai mis Guillaume, j'ai mis SD Works en déception, mais c'est vrai que bon, il y a Lorena Vibes qui leur rattrape un peu le coup. Heureusement qu'elle est là, mais elle est au-dessus de tout le monde, Lorena Vibes. Lotte Kopecky qui remporte le Tour des Flandres, mais on l'a vu sur le reste de la saison, elle n'a pas été aussi aérienne que les dernières années. De manière générale, quand même, les SD Works sont pas brillés par leur sens tactique. Hein. On a souvent moqué les Movistar, mais les SD Works, quand même, Guillaume, ça n'a quand même pas été fameux. Non, bah c'est aussi une problématique, mais en fait, moi, je ne sais pas si cette problématique-là, elle vient du management ou des coureuses ou des coureurs de manière générale. Donc ça, c'est pour moi une vraie réflexion à avoir, un peu plus générale aussi, parce que, enfin, je veux dire, il y a pas qu'eux qui ont fait des erreurs. Hein. Tout au long de l'année, on a quand même vu pas mal d'incompréhension, pas forcément d'arriver effectivement en troupeau et puis se faire plumer à la fin, mais en tout cas de se dire mais pourquoi est-ce que là ils le font pas attaquer, pourquoi est-ce qu'au contraire là ça attaque là, enfin moi tout au long de l'année ça faisait longtemps que je m'étais pas posé cette question-là, et il y a pratiquement pas eu une course où je me suis pas dit mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ou qu'est-ce qu'elles sont en train de faire en l'occurrence. Donc voilà, moi je trouve que c'est une manière plus générale par rapport à ça. Voilà. Après Lotte Kopecky, bah oui, de toute façon, on attendait vraiment beaucoup. Après, c'était quand même, enfin moi j'ai trouvé cette saison vraiment très très haute chez les féminines, donc voilà. Ouais, et on l'attendait aussi sur les courses par étapes, Lotte Kopecky qui avait fait Bah oui. deuxième déjà du Tour de France en 2023 si je me trompe pas, et qui a été un petit peu absente et transparente. Donc on va voir un petit peu sur 2026. La déception Mhm. chez les hommes, bah, il y en a Oui. plusieurs. Guillaume, est-ce que tu as une Ouais. grosse déception? Alors moi j'ai noté des équipes plus que des Ouais, coureurs si, au moi niveau déception. j'ai un Tom Pidcock où on s'attendait quand même à beaucoup mieux, sachant qu'il démarre quand même une saison. Tu le mets en déception, Ah Tom ouais, moi Pidcock? je trouve que alors il démarre en fait si tu veux c'est qu'il démarre la saison très fort parce que voilà Australie Ouais, Bianchi c'est le seul à continuer à tenir bon même s'il lâche à 20 bornes mais en tout cas à tenter de il tenir. tient mais il fait un tour d'Italie comme si on savait pas qu'il était là. Il fait son Oui, premier classement général, son premier podium sur le Tour d'Espagne. à la Vuelta. Voilà. Je trouve que pour moi il est passé à côté de sa saison. Attention, hein, il venait de s'engager chez Q36.5. Donc voilà, il faut toujours un temps d'adaptation aussi là-dessus. Mais oui, pour moi, je m'attendais à tellement plus fort que voilà, je suis déçu.
Ah, je te trouve très dur avec lui. Alors c'est 7e mondial, Tom Pidcock. Alors s'il avait pas fait son podium au Tour d'Espagne, je te l'aurais accordé. Mais je trouve que son podium sur le Tour d'Espagne rattrape son énorme contre-performance sur le Giro qu'il a traversé comme un fantôme. Le Giro, ça je suis d'accord. Mais sur le reste de l'année, bah il fait quand même 2e d'Estradé. Il va faire 6e de Tirreno. Top 10 à Liège et à l'Amstel, podium sur la Flèche. En fin de saison, il va faire 6e du Lombardia. Je te trouve très dur avec lui, mais je l'entends. Alors, C'est vrai après, qu'on l'attend attention, toujours très haut, Tom j'ai pas de Pidcock. grief, c'est que la question est Non, nos, on sait que tu nos l'aimes pas, c'est déceptions. juste ça. Bon, Voilà, bah c'est voilà, tout. par rapport à d'autres coureurs où je suis beaucoup plus enthousiaste, ou alors d'autres coureurs où je n'attendais rien, donc je peux pas être déçu. Là, pour le coup, c'est que Pidcock, Mais on en j'attendais attend beaucoup beaucoup. plus Et que oui. lui, en fait. Et voilà, c'est juste ça. Ouais, Mais ouais. après, c'est pas quelque chose qui m'obnubile, attention. Hein. Non, mais on a bien compris que tu l'aimes pas. C'est ça, on l'a bien compris, Guillaume. Non, je rigole. Julien, toi, quelle est ta déception de l'année? Pour moi, c'est une équipe où le manager, au mois d'avril, avait dit qu'ils allaient renverser la tendance et se maintenir. Pour moi, la Bon, déception, je vois c'est qu'on Cofidis. est à peu près la même. C'est C'est, Cofidis. bah oui. Avec un effectif comme ça sur le papier, normalement, tu peux aller lutter contre une Astana qui était moribonde en fin de saison 2024. Tu peux aller te battre même contre Alula, contre Alula Djeko. Normalement, tu peux aller faire affronter ces équipes-là. Maintenant, est-ce que ce sera le management? Est-ce qu'ils vont rebondir et faire 3 saisons parfaites en pro team ou alors c'est que l'effectif est pas bon du tout. Donc pour moi, c'est une déception parce ils pouvaient viser plus haut. Julien, c'est quand même la chute d'une énorme marque du cyclisme français et même mondial depuis 25 ans. C'est avec FDJ non, j'ai la structure GZR, non, autant pour moi. C'est une des plus vieilles équipes françaises du peloton. Normalement, tu dois assurer ton histoire, quoi. Tu dois entretenir cette flamme, même les supporters. Tu vois, les supporters sont même blasés de supporter Cofidis. Donc, c'est qu'il y a vraiment une grosse cassure. Alors, est-ce que ça vient du management? Est-ce que ça vient des coureurs? Ou est-ce que c'est les autres équipes qui ont progressé mieux qu'elles? Là, c'est un gros débat, quoi. Alors, tu parlais d'AG2R, tu as évoqué vite fait AG2R, Decathlon. C'était quand même la structure Casino il y a plus de 25 ans, donc c'était aussi un nom historique. Guillaume, franchement, la chute de Cofidis, elle est monumentale. On a fait tout un débat dans le dernier podcast aussi sur la relégation de Cofidis en Pro Team. Là, franchement, toi, la faute, c'est Cédric Vasseur qui a coûté la descente de Cofidis pour toi? C'est compliqué de partir Je là-dessus, sais, la question est mais compliquée. aujourd'hui, son comportement peut plus. Enfin, en vrai, je pense qu'on peut plus travailler de la manière de tout ce qui nous revient de lui. C'est juste pas possible en fait. Donc la dégringolade, elle est là aussi. C'est qu'il y avait un management qui était pas tolérable en fait. Donc oui. Aujourd'hui, de toute manière, à un moment donné, tu as quand même des moyens, tu as quand même des coureurs, même si tu n'as pas les meilleurs du monde, arriver à une dégringolade comme ça, oui, c'est le manager. Au foot, je veux dire, un coach qui gagne pas 5 matchs, il est viré. À un moment donné, il faut aussi se poser les questions. C'est qu'on est quand même dans le seul sport où le manager est tout puissant. Bah voilà, mais sauf que de temps en temps, il faut aussi les débrancher. Et bah oui, le problème, c'est que c'est compliqué parce que souvent, l'équipe, elle ne tient qu'à eux. Donc, c'est toute la complexité de ce sport qu'on aime tant, quoi. Mais oui, là, de toute façon, pour moi, il est au cœur du problème, ça, c'est une certitude. Julien, t'as envie de parler de l'OGC Nice? Ouais, bah écoute, moi c'est pour rebondir ce que dit Guillaume. Hein. Normalement, au bout de 5 défaites, tu dégages. Là, on est à 9. Je pense que là, on atteint des nouveaux Ouais, records. mais alors, Julien, Non, mais pour revenir sur... Julien, rassure-toi, moi, je suis pour les Verts et on arrive dimanche chez toi, donc ça va, vous allez regagner. mais moi, c'est Lille, donc je m'en fiche. Oui. Mais Niçois d'adoption, mais Lillois quand même. pour revenir sur Cofidis, je sais que bon, il a beaucoup de détracteurs, Cédric Vasseur, mais il a créé l'équipe femmes. Et là, je ne sais pas du tout si son management chez les hommes était répercuté chez les femmes. Et chez eux aussi, c'est une dégringolade. Tu dois attendre quasiment le mois d'août
pour voir la première victoire de la saison. Donc est-ce que c'était morose totalement aussi chez les femmes et chez les hommes? Ça, on peut pas savoir non plus, parce que ça autant chez les hommes, c'est beaucoup sorti, que chez les femmes, ça reste encore très confidentiel ce qui s'est passé. Ouais, c'est sûr. Moi, après, en déception. C'est triste, hein. Ouais. Moi, en déception, alors j'avais mis Cofidis forcément. J'avais quand même mis un peu derrière les Jayco Alula et Movistar qui sont en train de glisser un petit peu. Movistar, je me demande aujourd'hui quel est le réel leader. Henrik Mas est passé au travers de sa saison. Jayco Alula, bon, voilà, on a l'impression que c'est une petite fin de cycle aussi là-bas chez eux. Donc, on verra en 2026 s'ils rebondissent. Bon, on arrive à la fin de ce podcast, mais si on va terminer par la course de l'année. Bon. La course de l'année, Julien, chez les femmes, le Tour de France. Là, c'est pas seulement une vision franco-française, c'est que sur cette année-là, le Tour de France a été d'un niveau exceptionnel, sublimé au niveau français par Pauline Ferrand-Prévot, mais on voit un succès populaire d'année en année qui continue, qui grandit. Il y a réellement quelque chose qui s'est créé autour du Tour de France femmes. Malheureusement, sur le reste du calendrier féminin hors World Tour, ça a du mal quand même à profiter aux autres courses, et ça c'est le bémol qu'on pourrait y mettre, parce qu'il y a certains organisateurs qui sont obligés de mettre la clé sous la porte. Je voulais quand même faire un petit pas de côté par rapport à ça, mais sur la course de l'année au niveau sportif, Julien, le Tour de France Femmes, ça a été un réel régal pendant les 9 jours de course. Donc sur le Tour de France, c'était 9 jours intenses au niveau du spectacle, au niveau du public. Il y avait du public tous les jours. Sur la Bretagne, c'était pour moi l'équivalent de ce qu'on avait vu aux Pays-Bas, qui est le pays du vélo, des rangs, des 6-7 rangées de supporters dans Plumelec, du monde dans l'école dans les dernières étapes, et des échappées tous les jours. Des échappées qui vont au bout. On repense à Maëva Skiban. C'était exceptionnel. Mavi Garcia, l'étape de Mavi Garcia qui était totalement inattendue. Non, c'était vraiment un Tour de France sportivement exceptionnel. Et le problème que tu soulignais tout à l'heure, c'est que ça ruisselle pas vers les autres épreuves. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Ouais, et je pense notamment à une course qui était historique, Julien, ces dernières années, même dans le calendrier français, qui est le Tour de l'Ardèche, qui est obligé de se réinventer totalement. Après, le modèle est arrivé à son terme, Oui. Il est arrivé à la fin avec Que des bénévoles, sans télé, voilà, que des bénévoles. T'as pas les retombées. Et à l'inverse, le Tour international féminin des Pyrénées, qui passe encore d'une catégorie, qui a commencé en classe 2, qui est monté en classe 1 et qui cette année rejoint les Pro Series. Donc, mais qui a le modèle d'avoir bénéficié de frais de télé. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si t'as pas de médiatisation, tu perds tout, quoi. Alors, pour bien connaître le dossier du Tour des Pyrénées, puisque j'avais commenté la course pour Sport en France en 2023, c'était la première édition. On se souvient qu'en 2022, il y avait eu non, c'était en 2024, pardon. En 2023, il y avait eu un énorme problème de sécurité avec l'ancienne équipe dirigeante. Alors, c'était pas à cause de l'ancienne équipe dirigeante, mais en 2023, il y avait eu d'énormes problèmes dans le final, problème de sécurité avec des voitures qui se retrouvaient sur les circuits. L'équipe dirigeante avait démissionné et ça avait été repris cette course par Elisabeth Chevanne, qui est une ancienne coureuse et qui franchement a donné de son temps, et je la salue. Elle a donné de son temps, franchement, elle a été assez incroyable. Elle s'est démenée pour aller trouver des partenaires, des villes étapes. Je l'ai vu parce que j'ai pas mal discuté avec elle en fait dans l'organisation de la course avant d'y aller commenter. Même depuis, on est resté en contact et c'est une bataille permanente pour monter. Elle s'est entourée tout de suite d'un producteur télé connu dans les alors qui est pas de France Télé, mais qui produit des courses aussi dans le calendrier français. Je me souviens avoir commenté l'arrivée au col d'Aubisque. Alors c'était dans le brouillard, c'était bien dommage parce que les images auraient pu être magnifiques, mais la victoire de, me semble-t-il, Valentina Cavallard au col d'Aubisque, je veux pas me tromper, où c'était il y avait une bataille avec les Espagnols, avec Yorani Blanco aussi, Uzora Ostolazza aussi à ce moment-là. Mais bref, bon, voilà, je vais fermer la parenthèse. Il y a une vraie bataille et aujourd'hui il y a un cahier des charges qui est proposé, qui est demandé par l'UCI pour les courses, et là aussi c'est une nuance qui devient de moins en moins tenable pour les courses. Et c'est pour ça que certaines réduisent la voilure. Donc il y a le développement du cyclisme féminin, mais derrière ça ruisselle pas tout de suite.
et ça peut devenir problématique pour les autres courses du calendrier. Il faudra faire attention parce que pour 2026, il pourrait y avoir l'hécatombe qui continue. Voilà, je referme la parenthèse. Guillaume, peut-être si tu as envie de réagir sur ça et aussi sur ce Tour de France Femmes qui a été incroyable. Non, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que en fait de voir cette ferveur populaire, cette ambiance et l'envie aussi des gens qui avaient qui étaient là, qui s'y prenaient vraiment. En fait, moi je trouve que c'est la première fois où on avait, alors aussi parce qu'il y avait Pauline Ferrand-Prévot, hein, faut pas se leurrer. Et quand je disais tout à l'heure que c'est la meilleure ambassadrice aujourd'hui pour le grand public, ça c'est sûr et certain. C'était un vrai régal et moi j'ai qu'une hâte et ben voilà c'est de voir ce Ventoux l'année prochaine et ouais je pense que aujourd'hui pour la première fois on a créé une attente et jusqu'à maintenant bah voilà il y a la course voilà maintenant on attend ça et ça je trouve ça vraiment formidable et et pas que pour des personnes qui sont fans de cyclisme comme nous, hein. C'est vraiment des gens qui aiment bien le cyclisme et qui aujourd'hui, ben, voilà, ont su qu'elle allait avoir ce type d'étape et de se dire, bah oui, ah bah tiens, on a hâte de voir ça. Et ben ça, moi, je trouve ça absolument formidable. Et puis, je le redis, voilà, tout ce qui donnera envie aux jeunes filles de monter sur un vélo, ben moi, je serai un homme et un papa heureux. Ouais, en effet, ça peut donner des idées aux futures championnes, on espère en tout cas. Tu Mais parlais bien du Mont sûr. Ventoux, moi j'ai moins hâte parce que je me suis inscrit sur l'étape du Tour Femmes et je vais la faire la veille du passage des femmes au Mont Ventoux. J'ai un peu moins hâte d'aller grimper le Ventoux pour la première fois, je dois t'avouer. J'ai déjà mal aux jambes. Ça va être une belle expérience en tout cas. Oui, j'ai déjà mal aux jambes rien que d'y penser. Je dois t'avouer qu'après avoir vu l'étape du Tour Homme, il était hors de question pour moi de tenter de m'y inscrire tant la difficulté de l'étape du Tour Homme est incroyable. L'étape du Ventoux qui sera quand même bien compliquée avec le Ventoux à la fin sur l'étape du Tour femme. Ouais. Le petit bras, Je- justement, moi. Mais bon, que Ouais. t'aurais quand même pu faire la version homme, quoi. Ouais, ouf. Non, j'ai envie de vivre encore, tu vois, j'ai envie de vivre encore un peu après l'étape du Tour, j'ai envie de profiter de ma vie, j'ai pas envie d'être en fauteuil roulant pendant 3 mois, donc on verra ça, mais bon voilà, moi ce que j'apprenais un petit peu, c'est peut-être, et ceux qui nous écoutent et qui vont peut-être y participer, c'est la chaleur, notamment dans le sud-est, vers le Mont Ventoux, à ce moment-là de l'année, C'est début mieux, août, ouais. bon. Carrément. On verra. Bref, pour terminer, chez les hommes, la course de l'année, pour moi, c'est Paris-Roubaix. Ouais. Je trouve qu'elle a été d'une intensité. Et chez les femmes, c'était le Tour de France. Hein. Chez les hommes, Paris-Roubaix, ça a été une course incroyable. J'ai rarement autant vibré sur une course. J'attendais de voir ce duel entre Van Der Poel et Pogacar, cette intensité, la sortie de route de Pogacar, mais derrière, ces quelques secondes qui séparaient les deux. Van Der Poel qui a continué, qui a résisté jusqu'à la fin. Franchement, Julien, l'intensité de ce duel fait que ça a sublimé Paris-Roubaix et que ça a été la course de l'année. Ah, c'était super beau à voir. Quand tu vois même, on va encore parler de lui, mais Pogacar qui est déjà devant, bien placé, attentif des trois villes, c'est que forcément, le bonhomme, il n'était pas venu juste en découverte, mais même cette intensité, cette poursuite qui a pas duré longtemps, mais qui a permis à Pogacar de se montrer, quoi, d'exploser sur cette course. Et ouais, c'était une course, c'était la course homme à voir dans l'année. Comme tout Paris-Roubaix d'ailleurs. Oui, Mais bon, bon, je suis pas très objectif. Mais bon. non, t'es pas du tout objectif, Julien. Mais c'est pas grave, je t'en veux pas. Guillaume, c'est vrai que cette intensité, enfin franchement, on a vu, ça y est, on a vu que Pogacar peut matcher sur Paris-Roubaix. Maintenant, on le sait. On fera un autre podcast en 2026, début 2026 en janvier pour parler de nos attentes pour l'année 2026. Mais on l'a vu, il l'a ciblé maintenant. Ça y est, ça fait partie de ses objectifs. Il va faire une première partie de saison centrée sur les classiques avec ses deux premiers objectifs de la saison. Ces deux objectifs même principaux de la première partie de saison qui seront Milan-San Remo et Paris-Roubaix. Mais cette course 2025, elle va rester dans l'histoire. Ah oui, oui, ce 13 avril, on l'aura longtemps en tête. C'était pas la plus rapide, hein, voilà, je crois que l'année d'avant, en 2024, Van Der Poel avait été un peu plus rapide là-dessus. On reste quand même sur plus de 46 km/h, presque 47. Un troisième sacre qui leur a, pour le coup, été vraiment cherché à la pédale. Et
Ouais, qu'est-ce qu'on a hâte en fait, qu'est-ce qu'on a hâte que cette saison elle démarre et c'est pas tout le temps qu'on avait envie de dire ça, hein. Franchement, il y a eu des années on se disait bon allez, passons tout ça parce que bon voilà, il y avait peut-être moins d'intérêt et là en fait de voir et tu l'as dit hein, parce que moi j'avais aussi adoré Milan-San Remo pour le coup mais de voir Milan-San Remo, de voir Paris-Roubaix dans la shortlist de Pogačar. Moi, je pense même que c'est ses objectifs de l'année. Au-delà d'un 5e Tour de France, au-delà du reste, ses vrais objectifs, c'est ceux-là. Pourquoi? Parce que ceux-là, il les a pas gagnés. Et que, ouais, il a besoin de ça. Et en plus de ça, je suis pas sûr que Poggi roule véritablement pour l'histoire. Poggi, il roule pour tout gagner. Juste dire, bah ouais, bah moi, ça j'ai gagné, ça j'ai gagné, ça j'ai gagné. Et c'est ça que je trouve ça très beau. Je sais pas s'il gagnera ce 5e tour. Je vois pas qui peut le gagner aujourd'hui, d'autres. Mais est-ce qu'il aura vraiment envie d'aller en chercher un 6e ou autre? Je suis pas sûr aujourd'hui. Je pense qu'il a juste envie de tout gagner. Bah, finalement, c'était aussi pas pour rien qu'on avait appelé Merckx le cannibale, mais de se dire que il est encore friable sur certains domaines, ou en tout cas pas forcément friable, mais en tout cas qu'il y a un autre extraterrestre en face de lui qui s'appelle Mathieu Van Der Poel et qui est absolument prodigieux. Bah ouais, c'est tellement beau de voir ça. Ouais, on a hâte, hein, carrément. Et pour les détracteurs de Pogačar, on se rend compte que finalement, ce qui rend ces courses intenses, c'est justement que Pogačar s'y présente et qu'il rend cette course encore plus attrayante et que en fait ce duel avec Van Der Poel sublime un petit peu toutes les courses. Quand même rappeler que le top 5 hein, de ce Paris-Roubaix, c'était Van Der Poel devant Pogačar, Mats Pedersen. Lui, Mats Pedersen, pareil, comme Wout van Aert, c'est le genre de coureur qui aurait un palmarès monumental s'il n'y avait pas deux ogres, en tout cas s'il n'y avait pas par exemple Mathieu Van Der Poel sur les classiques. Donc voilà, il y avait Florian Vermeersch qui avait fait top 5 et juste je me remets sur le podium ou le top 5 du Tour des Flandres une semaine plus tôt qui avait été là aussi incroyable. Pogačar, Pedersen, Van Der Poel, Van Aert, Stuyven. Bon bref, c'était quand même assez incroyable ces classiques qui sont maintenant un des grands rendez-vous, hein. Ils ont réussi aussi, alors surtout je pense à Flanders Classic, la société Flanders Classic qui a réussi à créer un réel intérêt et qui suscite quelque chose de particulier en tout cas autour de ces courses. Dans la première partie de saison, je trouve qu'ils ont réellement réussi à créer quelque chose et c'est un rendez-vous maintenant qu'on attend en étant très impatient. Donc voilà, à suivre pour 2026. Messieurs, tout à fait. Est-ce que je peux juste rajouter un tout petit mot, Guillaume? Bien évidemment, vas-y. Parce qu'on a quand même un Français qui est sur le toit du monde aussi, c'est Alexandre Léoté en paracyclisme. Et voilà, je voulais juste conclure en pensant aussi à lui, quintuple champion du monde sur route et sur piste, après nous avoir déjà régalé de 4 médailles au dernier JO. Et il continue et voilà, il est toujours imbattable et c'est vraiment très chouette de l'avoir aussi. Voilà. Oui, parce que le vélo, ce n'est pas seulement pendant les Jeux paralympiques, et tu fais bien de le dire. Messieurs, on va terminer avec un petit quiz. Je vous ai concocté un petit quiz. Allez, on va partir sur 5 minutes. 5 minutes grand max, hein, le temps de faire ce quiz. Je vais vous demander le top 10, le classement mondial UCI, le top 10. Mais attention, le top 10 mondial hors coureur UAE, Visma, Soudal, Lidl, Alpecin. Vous avez bien compris? Le top 10 de l'année. Là, on descend très bas, quoi, du coup. Alors, vous allez voir. Je sais pas si on descend très bas. Vous allez me le dire. Top 10, donc, hors UAE, hors Visma, hors Soudal, hors Lidl, hors Alpecin. Vous l'avez? C'est bon pour vous? Vous l'avez bien en tête? Vous commencez un peu à réfléchir, peut-être avoir quelque chose sous les yeux, un petit papier, je sais pas. En tout cas, on va voir. Je vais commencer par celui qui a le meilleur prénom de vous deux. C'est forcément Guillaume. Désolé pour toi, Julien. Fallait t'appeler Guillaume. Pas de souci. J'assume. Voilà, c'est ce qui s'appelle, une dictature, tout simplement. Donc, alors, est-ce que t'en as un? Du coup, j'ai pas être Pitcock tout à l'heure et tu m'as dit mais non, mais il est quand même bien placé dans les chiffres UCI, donc je te dirais Pitcock. Et oui, Tom Pitcock, mais c'est le premier, tout simplement, qui est 7e mondial. Tom Pitcock sur la saison. Donc voilà, tu fais bien de le dire. Julien, est-ce que tu en as un? Moi, j'en ai un qui a marché au Tour, qui a fait une belle lutte pour le maillot blanc. Only. Oscar Only, bah oui, c'est le deuxième. Oscar Only, qui est
9e du classement UCI sur l'année. Donc c'est voilà quand même, je m'attendais pas à le voir aussi haut. Et au final, Oscar Only qui est 2e, donc derrière Pidcock. Sur ce top 10, je rappelle, hors UAE, hors Visma, hors Soudal, hors Lidl, hors Alpecin. Guillaume. Qu'est-ce qu'on a On doit avoir du Lidl Trek qui doit traîner par ici. Je rappelle que c'est hors UAE, hors Visma, Hors hors Lidl Soudal, hors Ah Lidl, pardon, excuse-moi, je l'ai pas noté. hors Lidl et hors Alpecin. Qu'est-ce qu'on peut avoir Ah si, si, on doit avoir un Lipovic qui doit être autour de la 20e place, quelque chose comme ça. Lipovic qui est 15e. Et attention, Lipovic 15e, donc. c'est le 5e dans ce classement. Donc c'est-à-dire que entre Only et Lipovic, il y a 2 coureurs. Julien. On en a parlé tout à l'heure. Tu as dit qu'il était bien aussi au classement UCI. Le petit Ben Illy. Ah oui, qui est juste devant Lipovic. 13e au classement UCI, Ben Illy, mais qui est le 4e dans ce classement, donc top 10 de la saison, hors EAE, Visma, Soudal, Lidl et Alpecin. C'est-à-dire qu'il y a le 3e que vous n'avez pas, pour l'instant, Guillaume. Et non mais Vauclin est pas aussi haut, mais il doit quand même être dans les 20. Il est juste derrière Lipovic, il est 16e au niveau UCI. 16e UCI, c'est le 2e français au classement UCI de l'année derrière Paul Magnier. Il n'est pas dans ce classement, Paul Magnier, puisqu'il est à la Soudal. Vas-y, Julien. Tu l'avais exclu, Soudal, non? Oui, je l'ai exclu, ouais, en effet. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un indice sur sa nationalité, Guillaume? Pas encore, parce que pour l'instant, vous avez les noms qui arrivent. Moi, j'aurais dit Paré Peintre. Non. VPP. Non. Il n'y a pas Paré Peintre. Guillaume. Ah oui, mais tiens, non, mais tu t'as dit sans la Soudal, hein, c'est ça? Ouais. Ah oui, en plus. Ah si, peut-être un Félix Gall, il arrive toujours à remonter, lui. Félix Gall qui est 8e de ce classement, 22e mondial Félix Gall sur l'année. Donc oui, en effet, il est bien dans le top 10. Et oui, tu as dit VPP, mais VPP, c'est un Soudal. Eh oui, Julien, vas-y. Ah bah, je disais l'autre. Ah, Aurélien, oui, forcément, mais qui est pas non plus. Vous avez bien tenté, mais non. Alors, Ah bah, j'irai Arnaud Delis, moi. eh ben oui, c'est le 3e de ce classement. Il est 11e mondial, Arnaud Delis, sur la saison. On s'en rend pas compte, hein, mais finalement, il a quand même bien scoré. Donc, Il a fait une belle fin de saison, surtout. ben oui, Arnaud Delis qui s'est un peu retrouvé en fin de saison. Donc voilà, on espère pour lui que ses soucis de santé vont le laisser tomber pour 2026. Vas-y, Guillaume. Je sais pas. Il en reste 3. On a Romain Grégoire, c'est trop loin? Et c'est trop loin, Romain Grégoire, en effet. C'est trop loin. Il n'est pas dans ce top 10. Romain Grégoire, je regarde, il est 34e mondial. Ah oui, voilà. Alors, le petit indice que je vais vous donner, messieurs, c'est que tous ces coureurs sont dans le top 30 mondial. Les 10, et d'ailleurs ce sont les 10, les seuls du top 30 mondial, hors UAE, Visma, Soudal, Lidl et Alpecin. Vas-y, Julien. Girmay. Faux. Girmay n'est pas dedans, même Biniam Girmay, je descends pour trouver Girmay, je descends très très loin, il n'est même pas dans le top 100 mondial. Biniam Girmay sur la saison. Roglic, il rentre encore dedans ou pas? Bah, si tu considères que Roglic... Ah mais oui, mais c'est un Red Bull Bora. Roglic n'est pas dedans. Il est 32e, il est 12e dans le classement que je vous demande. Allez Julien, dernier coureur avant un indice. Alors là, c'est bien compliqué. Ben non, hop là, Van Poppel. Non, Van Poppel n'y est pas. Il a scoré Van Poppel notamment sur les sprints, mais pas assez. Danny Van Poppel n'est pas dans le top 100 mondial. Alors attends, je vais commencer à donner un indice. Guillaume, on va avancer. Je vais donner un indice. Vous avez 2 Italiens et vous avez un Australien encore à trouver. Vas-y. Ah bah Storer, pour l'Australien. Facile. Michael Storer qui est 10e de ce classement, 27e mondial. Ben oui, forcément. Oh, on aurait pu avoir un Michael Matthews, mais qui n'est pas dedans. Michael Matthews qui est 35e mondial. Storer, c'est le 27e mondial sur l'année 2025. 2 Italiens, Julien. Tu connais. Bah non, il est chez Trek. Vas-y, je te laisse une deuxième chance. L'Italien qui n'est pas dans le top 5. Les équipes top 5. Il y a quand même une équipe qui a été surprenante sur cette année-là, qui a vraiment beaucoup scoré pour se maintenir. Ah, donc c'est du Astana. Scaroni. Eh ouais, Scaroni pour Julien, c'est ça. En effet, bon, j'ai un petit peu aidé. Il en reste un d'Italien, c'est quand même le plus évident. Moi, je pensais que ça aurait été le plus évident, Guillaume. Filippo Ganna. Bah ouais, qui est 9e. Scaroni, c'est le 18e mondial. Je m'étais exclu Ineos en fait, alors pardon, excuse-moi. Eh ouais, parce que Scaroni, c'est le 7e mondial sur ce classement, en tout cas, 18e mondial sur la saison. 18e mondial sur la saison, 7e dans mon classement. Filippo Ganna, c'est le 24e mondial sur la saison, et donc 9e dans ce classement. Bon, voilà.
Guillaume, tu remportes ce quiz. Désolé pour toi, Julien, mais c'était quand même sympa, je trouvais, de regarder un petit peu hors de ces équipes-là. Ouais. Il y en a que 10 en dehors du top 30. Donc Pidcock, Hanley, Dely, Illy, Lipovitz, Vauquelin, Scaroni, Gall, Ganna et Storer derrière dans le top 30. Derrière le top 30, vous avez du Lenny Martinez qui est 31e mondial sur l'année, Primoz Roglic, Richard Carapaz, Romain Grégoire, Michael Matthews. Voilà un petit peu pour les noms. Ce qui est assez fou, c'est qu'il y en a quand même certains qu'on a complètement passé à la trappe et qui sont quand même très bien placés. C'est assez fou. Scaroni, franchement, t'as dit 7e, c'est ça? J'aurais jamais cru qu'il était aussi haut, quoi. Alors, Scaroni, alors Dely qui est 11e mondial, Scaroni, Scaroni qui est 18e mondial, ah oui, 18e mondial, 7e dans mon ouais. classement, 7e dans ce classement-là, 18e mondial, mais quand même top 20, Scaroni mondial, quand même très très haut. Messieurs, c'était, bon voilà, on voulait faire un dernier podcast de 2025 un peu pour faire le bilan, on a été bien long, mais en même temps, ça faisait depuis 1 mois et demi qu'on n'avait pas eu de podcast, donc on vous laisse pour les fêtes de fin d'année avec un podcast bien dense, vous pouvez en profiter. Je te remercie beaucoup, Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin, d'avoir été avec moi. Merci de l'invitation. Et bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Ouais, merci. Bonne fête de fin d'année à toi aussi, Julien. Et puis à toi aussi, Guillaume Descaves, journaliste indépendant et puis qui est le responsable, le grand chef du magazine Le Lien Local. Je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi, Guillaume. Merci beaucoup, Guillaume, déjà de nous accompagner parce que nous, on t'écoute. On vient de temps en temps avec Julien, mais en tout cas, on t'écoute à chaque fois et c'est toujours un pur plaisir. On a encore passé une super année grâce à Vélo Podcast, donc vraiment c'est très chouette et très honoré d'avoir conclu cette année avec vous deux, messieurs. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci, c'est très gentil, en tout cas on fait ce qu'on peut sur le temps libre. Oui. Merci, on fait un peu on fait un peu comme on peut justement sur notre temps libre et c'est pour ça aussi que pendant 1 mois et demi on a payé le podcast le temps d'accorder tous les emplois du temps. Ça n'a pas été simple, je pense notamment à AFP qui a passé plus de temps auprès de sa pédiatre qu'auprès de sa compagne pendant ces dernières semaines. Les gamines ont été malades en permanence. Bon bref, je vous souhaite en tout cas à vous, Julien et Guillaume, et aux auditeurs, auditrices de Vélo Podcast, de bonnes fêtes de fin d'année. On va se retrouver en 2026 pour la suite des aventures. C'est déjà la 7e saison de Vélo Podcast qu'on va lancer en 2026, donc voilà, on va continuer cela, on va essayer de encore nous accorder avec les emplois du temps. Julien, Guillaume, merci beaucoup. On rappelle YouTube, Deezer, Apple Podcast, Spotify pour les plateformes. Bonne fête de fin d'année 2025 et rendez-vous en 2026 à l'année prochaine. Ciao.